Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement. Avec Carl Boivin et moi-même, Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau, on discute de différents sujets ayant attrait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit, je m'appelle Félix Lavoie-Lochet et je suis toujours en compagnie de mon co-animateur Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va bien et toi? Ça va très bien, merci. Puis, grosse semaine. Oui. OK. Bon, ben dans l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit d'abord Paul Deschênes. Paul, c'est un des membres de l'équipe. Je dirais même que c'est le membre fondateur avec toi, Carl. Paul, c'est le seul membre de l'équipe à être isolé sur la rive sud de Montréal. Son bureau est effectivement situé à la plateforme biologique de l'IRDA, à Saint-Bruno de Montarville. Tandis que nous et le reste de l'équipe, d'ailleurs, on est basé à Québec au complexe scientifique de la rue Einstein. Donc, c'est pas parce qu'on l'aime pas là, parce que Paul est isolé de son bar dans la région de Montréal. Je tiens à le préciser. Donc, un peu comme Carl et moi, on l'a fait dans le premier épisode, là, ben Paul, il va se présenter un peu pour nous parler de lui, puis que vous fassiez sa connaissance un peu. Donc, voilà pour ça. Le sujet du podcast d'aujourd'hui, c'est le projet PAD, le Plan d'agriculture durable, mais plus particulièrement sur le volet avec les PLTQ, qui sont les producteurs de légumes de transformation du Québec. C'est beaucoup Paul qui a travaillé sur ce projet-là l'été dernier, donc j'aimerais ça que Paul nous raconte un peu son été, là, qu'est-ce qui a été fait dans la dernière saison par rapport à ce projet. Mais avant ça, Carl va nous parler du programme PAD plus en général, puis de notre mandat à l'IRDA par rapport à ce projet. Dans le deuxième segment du podcast, on reçoit Myriam Gagnon des PLTQ, qui va se présenter plus personnellement à son tour aussi, puis nous présenter les PLTQ. On trouvait qu'une personne du regroupement était mieux placée que nous autres là, pour nous parler du dit regroupement. Donc, ensuite de ça, on va discuter un peu du projet puis de leur vision au PLTQ de ce projet. Donc, je sais pas si t'es prêt à te lancer, Carl. Je suis prêt. Merveilleux. Fait que c'est quoi ça, le PAD, à part une coupe de cheveux douteuse des années 80? Je dirais même d'où je suis originaire, ça a duré même un petit peu plus longtemps que ça, mais je vais taire d'où je viens, Félix. Donc, c'est ça. C'est quoi le PAD? Bon, c'est quoi le PAD? On va laisser les cheveux de côté. Je dirais que d'abord le PAD, tu l'as mentionné tantôt, mais c'est l'acronyme pour Plan d'agriculture durable. C'est un plan qui est à l'initiative du MAPAC, puis qui va être actif là, en fait qui est actif depuis 2020, puis qui va s'échelonner là, jusqu'à 2030. Globalement, c'est un plan qui vise à réduire l'empreinte environnementale de l'agriculture par l'adoption de pratiques agro-environnementales performantes. Je porterai à votre attention que dans l'acronyme IRDA, le A, ben, c'est agro-environnement. Juste pour vous le mentionner. Maintenant, ceci dit, il y a 5 objectifs dans le plan. Il y a réduire l'usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l'environnement. Il y a améliorer la santé et la conservation des sols. Il y a améliorer la gestion des matières fertilisantes. Il y a optimiser la gestion de l'eau. Il y a aussi améliorer la biodiversité. Donc, pour ceux qui sont attentifs, vous aurez compris qu'on va être actif dans l'objectif qui a trait à optimiser la gestion de l'eau. C'est un plan qui comporte plusieurs volets. Et pour le cas précis du projet dont on parle aujourd'hui, ben les efforts s'inscrivent principalement dans un volet de transfert. C'est vraiment des activités de transfert qui vont être mis de l'avant. Donc, si on recule un peu, en fait, à l'origine du plan ou quand ils ont monté le plan, ben, les associations de producteurs ont été invitées à prendre des engagements par rapport à un ou plusieurs objectifs là, que je vous ai mentionnés. Et c'est là que la collaboration avec les PLTQ a débuté. Donc, notre rôle est de les accompagner dans la réalisation de leur engagement. Donc, optimiser la gestion de l'eau, c'est le thème de recherche de l'équipe. Puis, on est aussi très actif dans le transfert, donc ça peut être juste une belle collaboration. Merveilleux, ben c'est pas mal plus clair déjà. Merci Carl. Puis ben j'aimerais ça maintenant accueillir plus officiellement Paul. Salut Paul, comment ça va? Salut Félix, ça va super bien.
Cool. Paul, si t'as écouté le premier épisode, tu nous as entendu, Carl et moi, se présenter un peu. J'aimerais ça éventuellement que nos auditeurs connaissent un peu chaque membre de l'équipe. Fait que ça te tenterait-tu de te présenter un peu aussi? Ben certainement. Puis en plus, c'est ça qu'on avait prévu, donc ça tombe juste bien comme ça, c'est parfait. Ça tombe donc bien, hein? C'est parfait. Ben merci. Ben salut Carl, salut Félix. Bien content d'être avec vous dans ce podcast-là. Donc ben c'est ça. Moi, je suis professionnel de recherche dans l'équipe de Régie de l'eau. Je suis agronome aussi. Puis en fait, je suis professionnel de recherche dans cette équipe-là depuis 2009. Là, donc officiellement, je commence ma 15e année à l'IRDA, toujours dans les mêmes fonctions en fait. Là, il y a d'autres membres de l'équipe qui ont viraillé à gauche et à droite pour atteindre l'équipe de Régie de l'eau. Mais moi, je suis toujours dans les mêmes fonctions depuis ce temps-là. Mais je vais vous raconter un petit peu mon cheminement à travers les années, parce que moi je viens pas du monde agricole comme certains de l'équipe. Là, j'ai toujours habité en ville, mais tu sais, l'environnement, la biologie, le plein air, ça a toujours été des sujets qui m'intéressaient. Mais quand même, l'agriculture fait partie de ma famille tout de même. Là. Puis ça, je trouve ça super intéressant de vous partager ça avec vous. Là. Ça fait quand même 15 ans, mais je pense que j'ai jamais eu la chance de vous partager ces informations-là. J'ai des scoops, je m'ouvre à vous complètement. Donc en fait, les parents de mon père, eux, ils ont fondé leur famille en Abitibi sur des terres agricoles. Mon grand-père, il travaillait dans un camp de bûcheron l'hiver, il travaillait en agriculture également le reste de la saison. Puis j'ai aussi un oncle qui a fait ses études en agronomie, puis il a possédé une ferme porcine sur l'île d'Orléans dans les dernières années. Je pense que Carl a déjà eu vent de cette entreprise-là. Là, on avait des essais, je pense, pas trop loin. C'est un peu vague dans mes souvenirs. Donc, c'est un peu vague. Bon, c'est pas grave. Trop de projets. Donc tout ça pour dire que j'avais peut-être une petite prédisposition familiale à l'agronomie. Mais au départ, je m'alignais pas dans ce domaine-là. J'ai commencé une technique en informatique au Cégep de Granby que j'ai laissé de côté assez rapidement, je vous dirais, pour me tourner vers les sciences pures au cégep. Puis c'est à ce moment-là vraiment que j'ai développé un intérêt pour la biologie. Il y a plein de monde en bio, tu sais, qui rêvent d'aller faire des études genre sur les grands félins en Afrique, puis sur les mammifères marins. Mais moi, ce qui me faisait triper, c'était le phytoplancton. Fait que tu sais, ça prend toutes sortes de monde, hein, mais bref. Fait que après mes études au cégep, ben moi, je voulais m'éloigner un peu. Montréal, Sherbrooke, je trouvais ça un petit peu trop proche de Granby, puis je voulais un peu me dépayser. Fait que j'ai choisi d'aller à Québec, à l'Université Laval en bio. Moi, j'avais comme ambition de me rendre en océanographie. Fait que Rimouski, ça aurait peut-être été le meilleur choix, mais je voulais m'éloigner, mais pas trop quand même. Là. Fait que bref, j'ai choisi Québec. Mais finalement, ben mon parcours en bio, ça a été quand même de courte durée. J'ai complété la première année, mais je me retrouvais pas finalement dans ce programme-là. Donc, retour à la case départ. Je voulais quand même poursuivre à l'université, donc je me suis réorienté vers l'agronomie qui a quand même beaucoup de liens avec la bio, avec la biologie. Donc, je me suis tout de suite senti comme un poisson dans l'eau. La gang était le fun. J'avais de l'intérêt pour les cours, surtout en sol et en environnement, puis en phytologie. Puis petite anecdote, là, j'ai même croisé Carl dans un cours de mon bac. Là. C'était le cours de physique des sols. Je m'en souviens encore. C'était comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Le début d'une belle histoire. Le début d'une belle histoire qu'on ne savait pas ni l'un ni l'autre encore. T'avais pas de pad à l'époque, Paul, mais t'avais quand même une coiffure différente d'aujourd'hui. Je comprends qu'on est dans un podcast, mais... Ouais, j'avais une coiffure luxuriante, en tout cas, mais ça sera pour le sujet, un autre balado éventuellement. Ou un autre chaîne peut-être de podcast. Donc, à travers les sessions, j'ai commencé à travailler comme assistant de recherche dans un laboratoire d'entomologie, puis dans la pépinière expérimentale de l'Envirotron. Qui était attaché à l'Université Laval. Puis ça a été mes premières expériences de travail en contexte de recherche. J'ai beaucoup apprécié ces périodes-là. Ça m'a motivé, je dirais, c'est vraiment ça qui m'a motivé à poursuivre mes études à la maîtrise. Donc, j'ai complété mon bac en agronomie en 2006. Puis, j'ai tout de suite débuté une maîtrise avec stage et essai en sol et environnement, toujours à l'Université Laval. Puis, j'ai été amené à faire là-dedans un stage dans le domaine municipal dans le cadre des règlements sur les pesticides. Puis, j'ai aussi travaillé comme stagiaire chargé de projet au Centre de recherche industrielle du Québec, le CRIC, toujours en recherche là, qui touchait à l'environnement agricole. Donc,
tout ça, ça nous amène vers la fin 2008 à Québec, où par chance, j'ai vu passer une offre d'emploi de poste de professionnel de recherche dans l'équipe de Régie de l'eau. C'était beaucoup plus axé sur la recherche sur la fraise à jour neutre à cette époque-là. Donc, c'est ça, Carl, il démarrait son équipe de recherche dans cette année-là. Puis je suis tombé assez rapidement dans l'action là, dès mon entrée dans l'équipe à essayer de faire fonctionner des sondes de teneur en eau avec des acquisiteurs de données qu'il fallait que je programme. Donc des choses que je connaissais pas. mais en fait, puis aussi à faire des longues journées terrain au champ. Mais j'ai tout de suite trouvé que c'était un milieu qui était super stimulant, très intéressant. Donc ce qui pourrait probablement expliquer pourquoi je suis toujours présent après 14 ans et plus dans l'équipe. Puis c'est ça en fait. Puis un autre fait intéressant à mentionner, c'est que en 2011, dans le fond, je suis rentré en 2009, mais en 2011, suite à des décisions personnelles, ben j'ai quitté la région de Québec. Puis je suis retourné m'installer dans ma région, dans la région de Granby. Puis par chance, ben l'IRDA avait des bureaux à Saint-Hyacinthe dans ces années-là. Fait que j'ai pu poursuivre mes tâches de cet emplacement-là. Puis en fait, cette particularité-là, ben ça m'a permis d'initier des collaborations avec d'autres équipes de recherche qui étaient basées là-bas à Saint-Hyacinthe. Puis ben ces collaborations-là, ben ils ont pu se poursuivre au courant des années. Puis depuis 2013, ben l'IRDA a déménagé de Saint-Hyacinthe pour être maintenant à ses installations à Saint-Bruno de Montarville. Donc je vous dirais que ça fait un petit peu la genèse de mon parcours à l'IRDA jusqu'à maintenant. Ouais, très cool, Paul. Dans le fond, je te connaissais pas tant que ça, c'est ce que je me rends compte. On en apprend tous les jours. Ouais, oui, c'est ça. Bon, fait que ben merci pour ça. Puis on s'est rendu au bout, chers auditeurs, où je vous demande de nous suivre en fait sur les différentes plateformes de podcasts comme Apple Podcasts, Google Podcasts et Spotify et autres. Puis on va aussi être très bientôt sur le tout nouveau site de l'IRDA, irda.qc.ca. Donc voilà. Pour ce qui est du deuxième segment, on reçoit Myriam Gagnon, DPLTQ. Allô, Myriam? Salut. Ça va bien? Ben oui, ça va bien. Myriam, on se connaît pas beaucoup encore, mais je crois que tu as entendu le premier épisode du podcast, donc toi, tu me connais un petit peu mieux. Est-ce que tu voudrais nous parler de toi un peu, ton parcours, ton rôle au PLTQ, etc.? Oui, bien sûr, avec plaisir. Moi, je suis au PLTQ. En fait, mon titre officiel, c'est conseillère au développement et à la recherche. Je suis là depuis 2014. Mais si on remonte dans le temps, ça fait plusieurs années que je suis agronome. Mon expérience, disons, est plutôt en fait, et depuis toujours conseillère. Je suis conseillère auprès des producteurs de façon générale. Au départ, auprès des clubs conseils. Maintenant, conseillère à la recherche et au développement auprès des PLTQ. Fait que je sais pas jusqu'à quel point tu veux que je remonte dans le temps ou que je t'explique mon parcours, mais en fait, c'est ça. J'ai travaillé avec plusieurs organisations, là, dont des clubs conseils pendant plusieurs années. J'ai eu une petite crise, la quarantaine, un peu étrange. Fait que je suis partie 2 ans en Amérique centrale, j'ai tout lâché, j'ai vendu mon condo, vendu mes affaires. Fait que depuis, c'est ça, quand je suis revenue en 2013, c'est à partir de là que j'ai commencé à travailler au PLTQ, puis que je suis conseillère là-bas. J'ai comme 2 travails. Je travaille à temps partiel au PLTQ, puis je travaille aussi encore pour un club conseil. Je suis pas capable de sortir la conseillère en moi. Mais sinon, c'est ça. Fait que j'accompagne les agriculteurs depuis tout ce temps-là. J'ai beaucoup de plaisir, en fait, à travailler avec eux, puis à créer des partenariats avec les centres de recherche comme l'IRDA, entre autres, ou le CETAB, ou le Sérum, ou le Ciel. Je trouve que c'est vraiment enrichissant, puis c'est la partie là qui m'intéresse vraiment le plus, là, la gestion de projet dans son sens large. Je trouve que c'est très motivant, puis c'est ce qui fait aussi que je suis encore au PLTQ depuis tout ce temps-là. Génial, génial. Tu nous as parlé un peu des PLTQ puis de ton rôle, mais pourrais-tu développer un peu sur c'est quoi les PLTQ? En fait, ça mange quoi en hiver, ça?
Ben, les PLTQ, tu l'as dit tantôt, au départ, c'est les producteurs de légumes de transformation du Québec. C'est quoi les PLTQ? Ben, c'est une association de producteurs agricoles qui est sous le grand chapeau là, dans la maison de l'UPA à Longueuil, de l'Union des producteurs agricoles. Au total, ça regroupe à peu près 249 fermes. Là, ça varie un peu dans le temps, là, un petit peu plus, un petit peu moins à chaque année. Mais c'est environ 430 entreprises agricoles parce qu'une entreprise peut faire plusieurs légumes. Puis ces fermes-là sont réparties dans 4 régions, c'est-à-dire la Nodière, Montérégie, Est et Ouest, puis centre du Québec. Puis pourquoi ce sont ces 4 régions-là? Ben, c'est parce que c'est des régions productrices pour pouvoir approvisionner les usines de transformation, qui sont les usines de Norterra, entre autres. Puis ces usines-là, ben, faut pouvoir les approvisionner là, dans un rayon assez rapproché. Fait que c'est pourquoi les producteurs sont situés dans ces régions-là. Puis, ben, les PLTQ, c'est géré par un conseil d'administration, donc c'est les producteurs qui sont les grands boss, là, puis ce sont eux qui prennent les décisions. Fait que je sais pas si tu veux que j'aille plus dans les détails de quelle production ça couvre, quelle production on couvre. Ben oui, pourquoi pas, tu sais, je pense qu'on a des auditeurs qui savent pas exactement c'est quoi, donc le plus précis on est, le mieux c'est. OK, donc le secteur des légumes de transformation, c'est plusieurs légumes, les pois verts, les haricots verts et jaunes, le maïs sucré, le concombre, les damamés, la tomate et l'asperge. Ces 3 légumes-là, ils font partie des PLTQ, mais il n'y a pas de producteurs actuellement là, qui en font au Québec. Puis, fait que les productions, le pois, le haricot, maïs sucré et concombre, c'est des légumes qui sont destinés à la transformation. Puis par là, on entend quoi? Soit la mise en conserve, la marinade ou la surgélation. Okay. Fait que tu sais, pour vous donner une idée là, c'est par région, il y a au centre du Québec, il y a une vingtaine d'entreprises. Dans Saint-Hyacinthe, il y en a autour de 200. Puis dans la Nodière, c'est plus une quarantaine d'entreprises qui sont productrices. Quand Félix tu demandais qu'est-ce que ça mange en hiver, les PLTQ, en même temps, c'est qu'on peut en manger tout l'hiver de ce que les PLTQ produisent. Et pas juste tout l'hiver, mais toute l'année. Toute l'année au complet. Mais en fait, c'est souvent mal, comment dire, pas si simple de les retrouver ou en tout cas d'avoir le réflexe de penser qu'on mange des légumes du Québec. Mais quand vous achetez un sac de légumes, par exemple de petits pois verts de la marque Arctic Garden, entre autres, ben c'est la marque de Norterra. C'est Norterra qui distribue ces légumes-là. Fait que c'est des légumes du Québec que vous avez dans votre sac que vous mangez. Puis ces légumes-là, ben entre le champ puis la mise en sac lors de la surgélation, par exemple, c'est vraiment rapide, là. C'est entre 4 et 5 heures. Fait que c'est des légumes qui sont vraiment frais, là. Génial. Ça fait un bon survol, là, je pense, de ce que sont les PLTQ puis de ton parcours, là. Comment le PAD est arrivé un peu dans vos pattes? Pourrais-tu un peu me parler de votre vision, de ce projet-là? Comment c'est arrivé comment ça se construit, bref. Là. Ben, nous, les PLTQ, la façon dont on fonctionne, c'est qu'on a un plan stratégique, puis c'est un comité de producteurs là, qui met ça en place. Puis le comité de producteurs volet recherche, si je peux l'appeler comme ça, ben ce comité-là a fait un atelier de réflexion, puis lors de l'atelier de réflexion, ben les producteurs ont déterminé des priorités. Puis parmi ces priorités-là, il y en a 3, en fait, 3 priorités par légume. Puis une des priorités, c'était la gestion de l'eau. C'est vraiment ressorti là, prioritairement dans le haricot, mais ça touchait aussi le pois parce que les producteurs irriguent autant dans le haricot que dans le pois. Fait comme la gestion de l'eau, c'était un enjeu important parce que les producteurs se soucient de où ils puisent l'eau, comment ils puisent l'eau. Ça leur coûte aussi des sous d'installer le système d'irrigation, donc il faut que ça soit performant, puis il faut que ça augmente leur rendement. Fait que en fait le projet est né de cette volonté-là d'améliorer la gestion de l'eau au sein de leurs entreprises. Puis je pense que l'IRDA était toute désignée là pour être l'organisation, pas l'organisation, mais le centre de recherche
avec qui travailler. Super, super. Bon, ben ça explique bien, je pense, c'est quoi de votre côté du miroir. Pour ce qui est de nous à l'IRDA, ben c'est surtout Paul qui a travaillé sur le projet avec les PLTQ l'été dernier. Fait que Paul, je sais pas si ça te tente de raconter un peu ton été, là, qu'est-ce qui a été fait, puis bon, qu'est-ce qu'on pense faire dans les 2 prochaines années. Ouais, pas de problème. Ben, en fait, le départ en fait de ce projet-là, en fait, le départ de mon implication dans ce projet-là, ça a vraiment été de faire des rencontres avec les producteurs qui étaient participants au projet. Donc, on a eu des rencontres virtuelles avec ces 10 producteurs-là, parce qu'en fait, il faut le mentionner, il y a 10 producteurs de légumes de transformation qui participent au projet PAD. Donc, on les a tous rencontrés en rencontre virtuelle avec Carl, je pense que Myriam t'avait peut-être participé à quelques-unes aussi également. Donc, juste pour leur expliquer c'était quoi la nature du projet, dans quoi ils s'embarquaient. En fait, nous, de notre côté, on leur expliquait qu'est-ce qu'on allait réaliser sur le terrain. Donc, puis pour répondre à leurs questions aussi, parce que un producteur qui s'embarque dans un projet de recherche, ça peut peut-être générer certaines craintes ou inquiétudes ou en fait appréhension. Donc, le but, c'était vraiment de leur expliquer, de les rassurer dans tout le processus qu'on allait entamer avec eux. Puis une fois ces rencontres virtuelles faites, ben là, c'était vraiment, on allait chez eux, sur le terrain. La première rencontre qu'on faisait, ben c'était... On leur présentait le matériel qu'on avait à installer sur le site. Puis quand je parle de matériel, ben on avait un petit acquisiteur de données avec des sondes de teneur en eau, puis un pluviomètre. C'est vraiment du matériel assez minimaliste là, pour ceux qui sont un peu au courant de qu'est-ce qu'on peut installer au champ. C'est vraiment quelque chose de pas très grand. Est-ce que ça t'a rappelé tes premiers jours à l'IRDA, Paul, les sondes TDR? Ah, écoute, ça c'est un charme, là, faire ce qu'on fait chez les PLTQ, là, c'est pas compliqué, là. Je pourrais parler des heures et des heures de certaines installations, mais bref, on s'écarte. Tout ça pour dire, c'est que j'arrivais sur le site du producteur. Tu sais, le premier contact, je trouve, c'est super important, surtout chez les producteurs qu'on connaît pas encore ou qu'on n'a jamais visité. Puis il y en avait quand même quelques-uns dans ces producteurs-là. Donc, d'établir un lien de confiance, c'était très pertinent. Puis, ben, de regarder avec eux, d'aller voir le champ que eux avaient ciblé. C'était soit un champ de haricots extra fins ou de pois, comme Myriam nous a indiqué tout à l'heure. Donc, puis c'est de voir avec eux où on peut installer nos différents appareils pour que ça soit pas dans les jambes du producteur, puis pour pas que on ait des bris d'équipement parce qu'il y a un tracteur qui a écrasé notre boîtier d'acquisiteur de données ou qu'il y a une rampe qui a botté notre pluviomètre. Bref, c'était plus une rencontre de planification aussi, puis d'explication encore, s'il restait des questions non répondues de leur côté. Puis le but, c'était vraiment d'instrumenter le site pour connaître un peu la dynamique de l'eau du sol en fonction de leur régie d'irrigation, en fonction des précipitations, voir comment l'eau réagit dans le sol. Puis voir si éventuellement on pourrait faire des améliorations au niveau de leur régie d'irrigation pour ces deux types de cultures-là. Donc une fois qu'on a... Vas-y. Mais si je me permets, Paul, il y avait aussi des producteurs. Je pense que c'est pas l'ensemble des producteurs qui faisaient de l'irrigation, mais parmi ces producteurs-là, justement, il y en avait il y en a qui irriguent pas. Mais c'est ça. Bref, j'ai gâché ton élan. Non, il n'y a pas de trouble. Mais oui, effectivement, Carl, t'as raison. Il y a des producteurs qui irriguent. Il y en avait quelques-uns qui n'irriguaient pas non plus. Il y a certains types de sols qui sont plus favorables à de l'irrigation. Donc, comme tu mentionnes, on voulait quand même avoir cette différenciation-là, avoir un suivi de l'eau du sol dans un sol qui est non irrigué versus un sol qui va être potentiellement irrigué. Donc, on installait ça, on faisait des visites de suivi par la suite. J'avais ma collègue Annie Fortin qui est basée à Saint-Bruno également à l'IRDA qui m'aidait là-dessus parce qu'on avait, c'est ça comme je l'ai indiqué, on avait une dizaine de sites qui étaient répertoriés, en fait installés dans la Naudière et en Montérégie. Donc, il y avait quand même un bon petit territoire à couvrir. Je te dirais qu'on revenait aux 3 semaines environ sur chacun des sites, pour télécharger nos données, s'assurer qu'il n'y avait pas de bris d'équipement, que l'enregistrement se faisait adéquatement. Puis après ça, c'était de planifier avec chacun des producteurs, avec chacune des entreprises, quand est-ce que la récolte aurait lieu.
parce que c'est des récoltes qui sont relativement, en fait, c'est des durées de croissance qui sont relativement rapides. Là, on parle d'environ une 60aine de jours, dépendamment de la culture. Puis, bref, fallait arriver pour enlever notre équipement avant que les récolteuses de Norterra arrivent dans les champs, parce que ils ont pas de temps à perdre pour attendre qu'on arrive à enlever nos équipements. Donc, il y avait une petite gymnastique de planification avec les producteurs, avec Norterra en même temps. On faisait également des mesures avec un pénétromètre sur chacun des sites pour évaluer la compaction du sol. C'est une donnée qui nous informe beaucoup au niveau de la dynamique de l'eau dans le sol. Puis, en gros, au niveau de l'instrumentation terrain qu'on a réalisé en 2022, ça fait pas mal le tour. On avait également projet de réaliser des diagnostics de systèmes d'irrigation sur les fermes avec système d'irrigation, naturellement. L'été 2022, ça a été un drôle d'été, si je peux me permettre une petite parenthèse d'ordre météorologique, là. Il y a eu des épisodes de chaleur quand même assez importants. Mais on dirait qu'il y a toujours eu de l'eau qui est tombée du ciel comme juste au bon moment pour pas faire en sorte que les producteurs aient à irriguer, en tout cas dans ces cultures-là ou dans les régions où on était. Alors, tout ça pour dire que des diagnostics de système d'irrigation, ça se fait pas en claquant des doigts. Donc, ça implique que le système est fonctionnel, que le producteur l'ait installé dans son champ. Puis, les conditions faisaient en sorte que, c'était nécessairement pas tous les producteurs qui les avaient installés leur système d'irrigation. Puis, avec raison, en fait. C'était pas toujours le cas. Hein. Je me souviens d'être allé aider en Montérégie ou quelque part comme ça, puis c'est ça. Le système était simplement pas installé. Là. En fait, le système était tout simplement pas installé, où j'ai discuté avec des producteurs au courant de l'été, puis leur système d'irrigation, quand je leur parlais de faire un diagnostic, le système était rangé dans le fond d'un hangar, puis c'était pas trop une option d'aller le sortir de là. Parce que, tu sais, faut comprendre, ça demande du temps, ça demande une bonne implication, puis quand les conditions sont pas là pour justement installer un système d'irrigation, c'est comprenable là, que ce soit pas la première chose que le producteur souhaite faire. Mais tout ça pour dire qu'on a quand même réalisé 2 diagnostics de système d'irrigation au courant de l'été 2022. Un à Montérégie, un dans l'Anaudière, un système d'irrigation qui était un pivot, en fait, parce que ce producteur-là en particulier a une culture de pommes de terre. Puis, dans sa rotation, il y a des légumes de transformation. Alors lui, c'est facile, il est capable, son système d'irrigation est constamment sur le site. Alors pour lui, c'était pas trop compliqué de faire une irrigation. Donc on est allé réaliser ça sur cette entreprise-là, donc un pivot central. Puis l'autre, c'était un enrouleur avec un canon. Le diagnostic que tu as participé d'ailleurs, Félix. Donc on a ces deux diagnostics-là qui ont été réalisés au courant de l'été 2022. Puis pour la suite des choses, l'analyse des données de l'été 2022 vont être complétées éventuellement. La particularité, c'est que étant donné qu'il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'irrigation, un des objectifs du projet, c'est de regarder la régie d'irrigation en fonction de la dynamique de l'eau dans le sol, être capable de dire si le producteur aurait gagné à modifier sa régie d'irrigation, mais on n'a pas eu beaucoup d'irrigation, donc cette caractéristique-là va être un peu dure à analyser, donc peut-être on va poursuivre ces activités-là au courant de l'été 2023, mais l'analyse de la dynamique de l'eau dans le sol, qu'il y a eu irrigation ou pas, va quand même nous permettre de statuer sur certaines informations, à savoir si ce type de sol-là est plus propice à des risques de stress hydrique pour la culture. On va être capable de déterminer cette information-là également, de cibler des seuils d'intervention au niveau du déclenchement de l'irrigation, au niveau de la durée de l'irrigation. On serait peut-être capable d'avoir une certaine qualité d'information sur ces différents points-là. Donc, on va poursuivre sur cette lancée en 2023 sur les différents sites.
J'aimerais ça rajouter quelque chose. Tantôt, je l'ai pas bien expliqué. Les producteurs de légumes de transformation, en général, les légumes de transformation, c'est pas leur production principale. Fait que c'est soit des producteurs de grande culture ou soit des producteurs maraîchers. On a les deux groupes de producteurs qui font des légumes de transformation. Fait que des fois, d'être producteur maraîcher, puis comme Paul le mentionnait tantôt pour le producteur qui fait des pommes de terre, ben sa production principale, c'est une production qui a besoin d'être irriguée, donc lui est déjà équipé d'un système d'irrigation, fait qu'il peut facilement le transférer dans sa production de légumes de transfo. Ça reste que c'est pas sa priorité, fait qu'il va quand même prioriser les besoins en eau de sa pomme de terre, puis si c'est justifié, il va aller dans les légumes de transfo après. Mais tout ça pour dire que le nombre de producteurs qui irriguent est pas non plus très élevé. C'est peut-être autour d'une vingtaine de pourcents maximum. Fait que les producteurs s'équiper d'un système d'irrigation, des fois, c'est trop coûteux pour ce que ça peut ramener en revenus, là. Je rajouterais peut-être que justement l'instrumentation qu'on a fait c'est l'été passé, puis le suivi qu'on fait, c'est de voir un peu la vulnérabilité, à quelle vulnérabilité l'entreprise au stress, à quelle vulnérabilité au stress hydrique est exposée l'entreprise, puis ça se vérifie que le contexte soit irrigué ou non. Donc la première année, on parlait que c'était un projet de transfert, mais il reste que la première année, on voulait vraiment un peu pas s'approprier, mais voir un peu les habitudes des producteurs ou dans quel site qu'on est, d'être capable après ça, là, les 2 années suivantes du projet, parce que le projet dure 3 ans, de vraiment être d'être pertinent pour le secteur. C'est sûr que moi je dis toujours que c'est pas l'irrigation qui fait augmenter les rendements, en fait, c'est plutôt le stress hydrique qui va les diminuer. Fait que l'irrigation devient, si on veut, un moyen ou un outil pour diminuer cette vulnérabilité-là. C'est sûr qu'il y a des étés comme l'été passé où cette vulnérabilité-là est probablement plus basse, surtout pour des sols un peu plus lourds. Mais c'est un des objectifs du projet, c'est justement de donner les outils, ou du moins donner le chemin pour se rendre à ces outils-là, pour que le producteur ou l'entreprise se fasse une tête ou vraiment amorce la réflexion, savoir comment je mesure cette vulnérabilité-là chez moi pour voir est-ce que l'irrigation pourrait être un moyen, parce qu'il y a d'autres pratiques aussi qu'on peut intégrer là aux pratiques culturelles pour diminuer la vulnérabilité. Tantôt Paul parlait on a fait des relevés de pénétromètres là pour voir justement quand il y a de la compaction, souvent ça va limiter l'enracinement des cultures. Fait que si on a un système racinaire, plus le système racinaire est enraciné profondément, plus c'est un facteur qui va diminuer la vulnérabilité au stress hydrique parce que la plante va avoir accès à davantage d'eau. Fait que le projet est vraiment axé sur la gestion de l'eau là au sens large. Super. J'ai envie de dire aussi que c'est un projet, on l'a un peu dit avant, mais que c'est un projet qui est beaucoup sur le transfert et la diffusion. Donc, je sais pas, Carl ou Paul, si un de vous deux qui a envie de faire un peu la liste là, de qu'est-ce qui nous attend pour les 2 prochaines années, là, maintenant que la première année du projet est derrière nous. Je vais me lancer. En fait, l'essentiel des activités de diffusion ou de transfert là, vont commencer en fait l'été prochain, ou cette année, si on veut. Puis les 2 prochaines années, il va y avoir beaucoup d'activités. Là, on a un premier podcast qu'on a fait dans ce projet-là. On a 2 à produire là d'ici la fin de 2023. Tantôt, Paul vous parlait de diagnostic de système d'irrigation, d'évaluer la performance des systèmes. On n'a pas trop expliqué en quoi ça consistait, mais on va avoir un podcast qui va porter là-dessus, une capsule vidéo aussi, comment on s'y prend pour faire comment on s'y prend pour évaluer la performance d'un système d'irrigation. Donc, il va y avoir ces activités-là. On vise aussi 2 journées portes ouvertes, une en Montérégie, une dans la Naudière, où on va, entre autres, on va montrer comment on fait ça, un diagnostic global de la gestion de l'eau sur un système culturel là, qu'on a suivi. Puis on va terminer l'année en beauté, si on peut dire, avec un webinaire, vraiment aller rejoindre le plus de producteurs possible. Donc on a beaucoup d'activités qui vont... on était plus tranquille l'été passé parce qu'on voulait vraiment avoir du matériel pour faire des activités qui étaient vraiment ciblées pour les PLTQ. Donc, on est en train là, on s'affaire à monter tout ça là, dans les prochaines semaines, prochains mois. Là. Génial. Plein de belles choses qui nous attendent. En bref, je sais pas si vous aviez quelque chose à ajouter par rapport... au sujet du pad pour aujourd'hui. J'espère qu'il va moins mouiller l'été prochain. Ça ferait bien qu'on ait une saison un petit peu moins pluvieuse. Avoir quelques données là.
Ben moi, j'aimerais ça remercier les fermes participantes. Tu sais, c'est vraiment grâce à eux là qu'on réussit à mettre en place ces projets-là. Puis ben merci à tous les partenaires, puis merci à l'IRDA aussi là, de permettre de rendre possible ce projet-là. Puis Non, c'est vrai, c'est important de le dire. Merci aux producteurs, tu sais, parce que c'est un peu l'objectif en bout de ligne là, de ces projets-là, tu sais, de donner un coffre à outils là, pour une saison où il y aurait plus besoin là, finalement d'irriguer ou auquel on serait plus j'ai perdu le mot. On serait plus vulnérable. Ou on serait plus vulnérable, merci au stress hydrique. Donc, ça fait le tour pas mal de ce qu'on avait à dire pour aujourd'hui. Donc, merci d'avoir été là. Puis, pour le prochain épisode, on reste toujours dans le thème du PAD, mais cette fois-ci avec une autre association qui est l'APFFQ, l'Association des producteurs de fraises framboises du Québec. Donc, merci, puis à très bientôt.